Salut Maxime, comment tu vas? Salut Anthony, la forme et toi? Ça va, merci beaucoup. Donc Maxime, déjà merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est un honneur. Là pour l'instant, toi tu es coach sportif et nutritionniste, c'est ça? C'est ça. Je suis diététicien et coach sportif. J'ai passé D'accord, un BTS diététique à la base et je faisais beaucoup de musculation à côté. Ça me plaisait. Je voulais me diriger vers le côté sportif parce que dans le cursus diététique, on est très orienté sur la gestion des pathologies des personnes malades en hôpital, en centre de rééducation, etc. Et du coup, je voulais faire du coaching sportif en plus. Et ce que j'ai fait, c'est faire une formation en ligne au début qui s'appelle Bayesian Bodybuilding. Peut-être tu as entendu parler pour faire du coaching sportif en ligne. Mais j'ai commencé comme ça, un peu sur les réseaux, etc. Et je voulais quand même avoir un diplôme pour être reconnu en France, pour pouvoir bosser en tant que coach. Et c'est derrière que j'ai passé mon BPJEPS. d'accord. Et là tu as quel âge? Là, j'ai 26 ans. 26, d'accord. Et donc, est-ce que tu peux détailler ce que tu fais précisément aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc je fais du coaching en ligne, donc sur Internet. Je fais pas de coaching en physique actuellement. C'est quelque chose que j'aimerais remettre en place dans les années qui viennent, mais pour l'instant, c'est pas possible pour moi. Et je fais beaucoup de création de contenu aussi sur les réseaux sociaux. Je vis de ça. D'accord. Donc tu as Instagram et tu as une chaîne YouTube. Donc je voulais savoir pour ta chaîne YouTube, comment t'es venue l'idée de la créer? Pourquoi est-ce que tu l'as créée? Et pourquoi est-ce que les gens viendraient te suivre sur YouTube? Tu peux leur apporter quoi exactement et précisément? Ça marche. À la base, la chaîne YouTube, pour tout te dire, je l'ai créée pour mes clients parce que je voulais leur montrer comment faire les exercices justement à distance de la meilleure manière possible. Donc, j'ai filmé une grosse base de données d'exercices et en fait, dans les programmes que je faisais, je les renvoyais vers ces vidéos YouTube. Donc, au début, c'était en non répertorié et au final, j'ai mis toutes les vidéos en accès libre. Vous pouvez aller voir maintenant sur la chaîne, je crois qu'il y a un peu plus de 300 vidéos sur plein d'exercices différents pour avoir comme ça une base de données utilisable, visuelle pour mes clients. D'accord. Aujourd'hui, tes programmes à distance, ça s'adresse à qui? Aux hommes, aux femmes, à tout le monde? Actuellement, je vise principalement les hommes. Donc entre 20 et 30 ans qui veulent prendre de la masse musculaire, qui veulent reprendre confiance en eux. D'accord. OK. Et s'il y a des gens qui sont en surpoids ou s'il y a des gens qui ont, je ne sais pas moi, 50 ans, est-ce que tu coaches aussi ou pas? Je le fais, ouais. Par le passé, j'ai coaché un peu de tout, hein. Quand on commence dans tous les cas, on fait un peu avec tout le monde, pas forcément même du payant. Au début, j'ai fait avec des personnes de mon entourage, des amis, de la famille, etc. Et j'ai coaché des femmes, j'ai coaché des hommes, j'ai coaché des personnes en surpoids, personnes un peu plus âgées aussi. Dans le passé aussi, j'ai donné beaucoup de cours différents sur tout ce qui est sport santé, avec du pilates, du yoga, du renforcement musculaire, de la mobilité, du stretching, plein de choses qui sont très différentes de ce que je fais actuellement, mais actuellement, par rapport à mes compétences et ce que je préfère en fait dans le coaching, je suis plutôt dans le coaching des hommes. Et comme je te dis, j'ai des femmes actuellement que je suis et ça pose pas de problème. D'accord, très bien. Et du coup, tu t'adresses donc pas seulement aux gens qui font de la musculation. Ça peut être des Ça peut être gens. des débutants, oui. Ça Ok, peut être des débutants. Bah, souvent, en fait, les gens qui veulent prendre la masse musculaire, c'est des gens qui se rendent compte que ils se sentent pas forcément bien dans leur corps, ils veulent changer, soit pour eux, soit pour prouver les choses à d'autres personnes ou pour se sentir mieux de manière générale, pour la confiance en soi. Donc il y a beaucoup de débutants. Même si le coaching à distance pour les débutants, c'est pas le plus optimal, souvent j'ai tendance à les rediriger vers un coach en salle pour vraiment qu'ils soient encadrés de manière précise. Mais on a la chance maintenant avec Internet, avec tous les outils à notre disposition pour avoir des manières d'encadrer de plus en plus qualitatives, notamment avec des applications mobiles. Moi, j'utilise une application pour coacher, du coup, avec encore toujours les séances qui sont programmées de jour en jour, avec les vidéos, etc. Et ce que je conseille à tous mes élèves de faire, c'est de se filmer et de m'envoyer les vidéos de leur exécution. Comme ça, on corrige au jour le jour. C'est pas aussi qualitatif qu'un coaching en salle, mais de plus en plus, on peut s'en rapprocher en tout cas. d'accord. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont coachs en nutrition et qui font que ça. Est-ce que si jamais il y a des gens qui te contactent uniquement pour de la diététique et de la nutrition, est-ce que tu peux les prendre en charge ou tu associes toujours le côté sportif avec? Alors, dans le cadre d'un suivi coaching, je fais tout d'un coup. Donc, je proposais avant juste uniquement le suivi nutritionnel, mais d'expérience, c'est pas forcément les choses qui marchaient le mieux parce que
En fait, tout est important. On peut pas mettre juste, allez, 80% des efforts sur la nutrition, 20% sur l'entraînement. Et si on n'est pas derrière, surtout à distance, il n'y a pas toujours les résultats escomptés. Donc, je préfère faire du total. Dans l'application que j'utilise, dans tous les cas, il y a tout. Il y a la nutrition, il y a tout qui est disponible directement depuis son téléphone. Et je préfère faire comme ça. Mais sinon, à côté, je t'avoue, j'utilise une plateforme qui s'appelle ComeUp, sur laquelle je vends des programmes d'entraînement et plans alimentaires, du coup, en one shot. Donc, c'est pas quelque chose avec suivi, c'est juste une prestation de service où la personne va me donner toutes leurs informations et je vais leur faire quelque chose de personnalisé en fonction de ce qu'ils recherchent, leurs objectifs, leur génétique, leurs contraintes, etc. Mais et voilà, c'est le seul truc que je propose en tout cas pour le côté uniquement nutrition. D'accord. Et toi, pour te contacter, comment faire? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as une J'ai adresse tous les mail? réseaux sociaux, ouais. J'ai une adresse mail, mais le plus simple, c'est de m'envoyer un message sur Instagram à Maxime Clergeau et je répondrai dans la journée. D'accord, très bien. Et ensuite, quelles sont tes ambitions et tes objectifs pour le futur? Avec, avec tes réseaux sociaux, ta chaîne YouTube, mais pour toi aussi professionnellement parlant. D'un point de vue personnel, honnêtement, ça fait 8 ans que je fais de la musculation en salle. Avant, je faisais du poids du corps dans ma chambre, donc ça fait quasi 10 ans au final que je fais ça. Donc j'ai atteint un physique qui me plaît, je continue à prendre du plaisir dans les entraînements, mais c'est vrai que j'ai mis le côté professionnel en priorité actuellement. Donc niveau ambition professionnelle, on va dire, aider un maximum de d'hommes en fait à reprendre confiance en eux en se mettant au sport. Je pense que c'est une mission que j'ai développée assez récemment. J'ai eu une réalisation un peu. Je me suis rendu compte qu'il y avait, si tu regardes les données, 75% des suicides dans le monde, ce sont des hommes. Et c'est quelque chose qui m'a profondément choqué, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a un gros problème de confiance en soi, de gestion des émotions peut-être, et de gestion du stress aussi pour les hommes dans nos sociétés. Il y a un gros problème avec ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire de mon côté ce que je peux pour améliorer ça et aider les gens, du coup, les hommes, à reprendre confiance en eux, à se sentir mieux dans leur corps, pour être du coup plus aptes à affronter la vie, en fait, tous les challenges, etc. Le fait de à réussir à faire leur transformation, à être plus musclés, remplir leur t-shirt et tout, tous ces trucs-là, ça fait que tu as accompli quelque chose, tu es fier de toi, et tu auras plus tendance à l'avenir bah, à ne pas trop subir les contraintes de la vie, en fait. D'accord. Et pour revenir à ta chaîne YouTube, alors, j'ai pas mal regardé. C'est vrai que c'est bien. Tu as des vidéos parfois longues, on va dire, mais souvent, tu as plein de vidéos courtes sur YouTube et sur Instagram. Pourquoi? Alors, comme je te disais, la chaîne YouTube à la base, c'était surtout pour avoir ma base de données d'exercice. Mais depuis, du coup, mi-novembre, ça va faire 2 mois et demi là, que j'ai repris les réseaux sociaux en étant assez régulier. Je poste que du contenu en vertical. Le contenu Instagram réel, TikTok. Et j'ai vu que sur YouTube, ils proposaient des shorts, qui est le même principe, sauf que c'est des vidéos inférieures à 1 minute de durée. Donc, ce que je fais, c'est que je crée du contenu et je peux le poster sur les 3 plateformes différentes. Donc, ça me permet d'être plus productif en termes de gain de temps et de création de contenu. Après, je t'avoue que YouTube, je me rends compte de plus en plus que ça a un impact plus important que TikTok ou Instagram, où ça va être vraiment TikTok et Instagram, le rush de dopamine, tu sais, où tu vas aller voir des vidéos à la suite en chaîne pour ressentir des choses. Et ça va vraiment être la course à l'attention, où les gens, ils ont un niveau d'attention qui est extrêmement faible et ont été obligés de faire du montage avec des petits bruits, des choses qui apparaissent sur l'écran, ça clignote, etc., pour garder l'attention des gens. Alors que YouTube, à l'inverse, c'est une plateforme où on va plutôt chercher la transmission de valeur. Moi, par exemple, de mon côté, si je veux apprendre sur un sujet, je vais taper sur YouTube. Je vais pas taper sur Instagram parce que sur 1 minute 30, on peut pas apprendre quelque chose, on peut pas aller dans la profondeur, dans le sujet ou avoir un contexte autour de ça. Donc, pour l'instant, je le fais juste par le côté pratique, mais sur le long terme, je sais que je vais devoir faire des vidéos YouTube, du coup, en format paysage pour faire des vidéos du coup plus longues et apporter plus de valeur du coup aux personnes qui me suivent. D'accord, très bien. En tout cas, bravo. Et je t'en prie, tu es affilié avec une marque de compléments alimentaires. Donc, pourquoi cette marque et est-ce que tu peux déjà nous donner le nom de la marque et nous expliquer pourquoi cette marque, qu'est-ce que ça t'apporte, voilà, en quoi est-ce qu'elle est bien, tout ça, quoi. Yes. Du coup, c'est Labs Nutrition. Donc, c'est une marque française qui est assez nouvelle d'ailleurs, qui s'est développée depuis 2 3 ans. Et du coup, pourquoi elle? Sachant qu'il y en a plein, honnêtement,
il y a beaucoup de choix, mais vu que c'est une nouvelle marque, que c'est une marque française, ils ont beaucoup de labels, ils ont beaucoup de données sur la traçabilité de leurs produits, etc. Pour moi, c'est quelque chose de qualité. Et les prix sont honnêtement, au niveau du prix du marché, c'est pas quelque chose d'extrêmement cher. Donc, c'est une marque que je trouve intéressante et à qui que je partage à mes clients, du coup. D'accord. Donc, tu as un code promo, tu as quoi? Un lien d'affiliation? C'est ça, c'est ça. Un code promo Maxime 10 pour avoir 10% de réduction sur les commandes. D'accord, très bien. Un bon entraînement de musculation, c'est quoi pour toi? Un bon entraînement de musculation, je dirais dans un objectif de prise de muscle, c'est aller au bout de ses entraînements, donc s'entraîner proche de l'échec. Ça va être la donnée la plus importante à apprendre à faire au début, à condition bien sûr d'avoir une technique optimale, hein. Mais pour quelqu'un qui débute ou qui est intermédiaire, c'est apprendre à aller à l'échec et à aller chercher de la fatigue musculaire. Souvent, on a tendance à trop en faire trop de séries, trop d'exercices, même trop de séances dans la semaine. Pour la majorité des gens, 4 séances par semaine, ça apporte plein de résultats. La période où j'étais le plus fort, le plus musclé, je m'entraînais 4 fois par semaine, pour donner un exemple. Donc, il n'y a pas besoin de faire beaucoup, mais il faut s'entraîner intelligemment. Donc, ouais, bien se donner, plutôt faire de l'intensité plutôt que du volume. C'est ma vision actuelle des choses, en tout cas. D'accord, très bien. Et ensuite, selon toi, quelles sont les erreurs les plus courantes que font les sportifs dans les salles de musculation? Pas forcément les débutants, hein, mais vraiment des gens confirmés. Quelles sont les erreurs qu'ils font souvent? Je dirais le fait de ne pas traquer leur progrès, en fait. Le fait de ne pas noter ce qu'ils font, de ne pas avoir de cadre. Enfin, et c'est le cas de la majorité des gens qui vont en salle, hein, pas que les sportifs, tout le monde. Il y a très peu de gens qui ont un cadre, qui ont un programme précis à suivre, et ils viennent plutôt pour faire des mouvements, tester. Ah, j'ai fait le dos hier, aujourd'hui allez, je vais faire les pecs un peu, mais ils ne vont pas noter combien ils vont utiliser en termes de charge, combien ils vont faire de séries, de répétitions, ou alors ils vont se dire, je retiens, il n'y a pas de souci, je vais m'en souvenir pour la prochaine fois, mais c'est impossible de retenir tout. Il faut être D'accord. honnête et pour avoir des résultats, il faut traquer ce qu'on fait. C'est super important. D'accord, très bien. Après, alors j'ai trois questions qui vont, je pense, intéresser surtout les femmes. Donc, la première, c'est comment une femme peut-elle développer ses fessiers efficacement? Question intéressante. Et je crois que c'est par rapport à un réel que j'avais fait humoristique sur une femme qui voulait prendre uniquement des fessiers. Donc pour les fessiers, il faut savoir que c'est un muscle du coup qui est au niveau des hanches et qui est travaillé principalement quand on fait une flexion de hanche. On va plier ses hanches du coup, ils vont être étirés et après quand on fait une extension de hanche, ils vont se contracter. Donc tous les mouvements de squat par exemple, tous les mouvements de fente, tous les mouvements de hip thrust où on va faire justement des extensions de hanches, ça va être des mouvements qui vont les travailler. Donc si on veut développer ses fessiers, première chose à faire, je dirais, serait de apprendre à les ressentir. Donc, se focaliser sur tout ce qui va être extension de hanche, peut-être en premier lieu, surtout sur les personnes qui ont des difficultés à les sentir. Et derrière, devenir fort sur les mouvements qui impliquent une grosse flexion de hanche. Donc, le squat, les fentes, par exemple, etc. D'accord. Et tu conseilles plutôt des exercices polyarticulaires plutôt que des exercices d'isolation ou pas? Principalement, en fait, le facteur principal qui va entraîner un développement musculaire, c'est ce qu'on appelle la tension mécanique. Donc, c'est la quantité de charge qu'on va mettre sur un muscle et le temps sous tension qu'il va y avoir en étirant et en contractant ce muscle. Donc, en faisant que des exercices d'isolation, malheureusement, on ne pourra pas mettre beaucoup de charge. Alors que tous les exercices polyarticulaires, donc comme le squat, le soulevé terre romain par exemple, les fentes, etc., qui vont faire intervenir d'autres muscles, d'autres articulations, forcément, on sera plus fort dessus, donc on pourra mettre plus de tension sur les fessiers quand on travaillera cet exercice. Donc, c'est plus intéressant et on ira beaucoup plus vite en progressant en faisant des exercices polyarticulaires, du coup, où on mettra plus lourd. Et à la limite, on finit avec de l'isolation pour aller vraiment terminer le muscle plus en profondeur, on va dire. D'accord. Ensuite, comment perdre le gras du ventre de manière efficace? À ce niveau-là, je suis désolé de vous annoncer la nouvelle, mais on ne peut pas cibler une perte de gras. Dans toutes les études qu'on a comparées, honnêtement, il y a pas de preuve qu'on peut cibler une perte de gras. Les seules exceptions, ça va être génétiquement les personnes qui ne stockent pas beaucoup au niveau du gras, ou alors les personnes qui, depuis qu'ils sont enfants, ils vont faire des abdos tous les jours, et du coup les cellules adipeuses et musculaires dans ces zones-là, du coup, vont être habituées à sécher plus facilement. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode pour sécher spécifiquement au niveau du ventre, c'est le corps qui va choisir. Et souvent, malheureusement, c'est la génétique qui va dicter tout ça.
D'accord. Et ensuite, peut-on prendre uniquement des fesses, enfin, des fessiers, et peut-on uniquement maigrir du ventre? Donc, tu as déjà un peu répondu à la dernière question. Donc, en théorie, oui, on peut prendre uniquement des fessiers. Mais du coup, le problème, c'est que on aura beaucoup moins de vitesse d'atteinte de résultats que si on fait des exercices polyarticulaires. Donc, comme je disais, surtout les flexions, extensions de hanches. Donc, le soulevé terre roumain, par exemple, où c'est un soulevé terre où on va garder, on va tenir, par exemple, avec deux haltères et on va juste envoyer les fesses en arrière pour aller étirer les fessiers et les contracter. Mais le problème de ce mouvement-là, par exemple, c'est que il y aura aussi les ischios qui vont travailler, il y aura aussi les lombaires qui vont travailler. Donc, ça reste un exercice il n'est pas polyarticulaire, il est semi-polyarticulaire, on va dire celui-là, parce que les genoux, ils sont quand même, ils bougent un peu, mais ils vont être assez fixes. Donc, il y a surtout les hanches qui vont bouger. Mais honnêtement, non, moi, je vous dirais de faire que des mouvements d'extension de hanches, par exemple, du relevé de buste à la chaise romaine, euh, non, relevé de buste, pardon, au banc à lombaire, ou alors des mouvements de hip thrust. Mais encore une fois, même le hip thrust, que ce soit à la machine, au poids du corps, avec un haltère ou avec une barre, le problème, c'est qu'il y aura quand même un peu d'action des ischios, il y aura un peu d'action des quadriceps, même si c'est très minime, mais on peut pas isoler 100% un muscle au niveau du bas du corps. En tout cas, c'est compliqué. D'accord. Et Et pour la perte de gras, du coup, est-ce qu'on peut perdre du gras uniquement au niveau du ventre? Non, non, parce que le corps est très bien fait. En fait, il va répartir l'énergie stockée sous forme de gras un peu partout dans le corps. Et après, comme je vous disais, c'était la génétique qui va faire la différence. Il y a des gens qui vont plus stocker au niveau du ventre, il y en a qui vont stocker au niveau des hanches, au niveau des fessiers, ça dépend. alors après, j'ai une question qui vient de me venir à l'esprit et qui n'était pas prévue, et tu n'es pas obligé d'y répondre. Et mon but, c'est pas de créer une polémique ou d'alimenter une polémique ou quoi que ce soit, mais concernant le soulevé de terre, admettons, faut-il le faire dos rond ou dos droit, d'après ce que tu as appris et d'après ton expérience? Si on dit faut-il, bah, bien sûr, il faut le faire correctement avec une bonne technique, c'est super important. Mais le fond du débat qu'il y a eu surtout, c'est est-ce que il est dangereux d'avoir le dos rond sur des exercices avec des charges lourdes? Et la réponse est à contextualiser encore une fois. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de soulever dos rond une charge, forcément que si elle le fait directement sans être habituée, il y a des grandes chances qu'elle se blesse et c'est très mauvais à faire. Mais pour quelqu'un si on parle de crossfitters, par exemple, qui ont l'habitude de faire plein de mouvements, d'être mobile, d'être athlétique, d'être agile, d'être endurant, etc., et qui veulent renforcer leur colonne vertébrale pour avoir une capacité physique supplémentaire, et ben, il y a un exercice qui est souvent utilisé par les kinés, c'est le Jefferson Curl. C'est un exercice qui consiste à enrouler le dos en fait, en allant tout en bas, comme si on allait s'étirer au final le dos et les ischio-jambiers, et on va se relever en déroulant la colonne, du coup, vertèbre par vertèbre. Et c'est un exercice qui est super intéressant pour les gens qui ont des douleurs de dos, en fait, pour renforcer la colonne. On va travailler tous les petits muscles intervertébraux un par un, du coup, avec ce mouvement-là. Et c'est un mouvement qu'on peut utiliser sous forme de progression avec une surcharge, du coup, en petit à petit augmentant la charge qu'on peut soulever. Donc, quelqu'un qui est dans ce cas-là, qui, par exemple, s'était, il s'était fait mal au dos. Il allait voir son kiné, le kiné lui a programmé du Jefferson Curl. Elle veut continuer à progresser, ça lui a fait du bien. Le kiné lui dit bah pourquoi pas, commence en prenant 5 kilos dans les mains, tu fais ce même mouvement et petit à petit, au fil des semaines, tu augmentes. La semaine d'après, tu fais 6 kilos, 7 kilos, etc. Et petit à petit, cette personne-là, elle peut devenir forte et habituer son corps à faire ce mouvement-là sans risque particulier parce que bah, il le répète tous les jours. Et c'est le cas pour n'importe quel mouvement dans la vie quotidienne. Si on est habitué à faire un mouvement, on a beaucoup moins de chances de se blesser en faisant ce mouvement que quelqu'un qui le fait pour la première fois sans faire attention. Donc pour revenir vraiment à la question de base, faire du soulevé de terre avec le dos rond, c'est déconseillé. Mais si on regarde les powerlifters à très haut niveau, bah, il y en a qui le font en compétition et qui n'ont pas de problème particulier. Après, oui, ils se blessent de temps en temps, ça arrive parce qu'ils sont toujours à utiliser des charges max, donc il y a un risque, mais ils sont habitués et leur colonne est extrêmement forte et peut subir en fait ces contraintes-là sans avoir autant de séquelles ou de problèmes que quelqu'un qui n'aurait pas d'habitude du tout à faire ces mouvements-là. D'accord. Donc, en gros, le but, c'est d'y aller progressivement, si jamais on arrondit le dos, quoi. Quoi qu'on fasse, honnêtement, qu'on soit un sportif qui fait du football, des sports collectifs, de la musculation, de la course à pied, il faut toujours y aller progressivement. Parce que le corps, à la base,
il répond par rapport au stress qu'on lui impose, tous les stimuli qu'on va lui envoyer, et bah, il va s'adapter pour devenir meilleur. Donc forcément, il faut y aller petit à petit. D'accord, ça marche, merci beaucoup. Et après, j'aimerais parler un petit peu de nutrition, d'alimentation. Donc, avoir une bonne alimentation, selon toi, c'est quoi? Alors, bah, je vais te sortir la réponse du diététicien de base, c'est manger équilibré, manger un peu de tout du coup, donc des repas complets avec des protéines, des glucides, des lipides, des fibres et des micronutriments. Donc, à condition qu'il y ait un peu de tout dans le repas et que c'est des aliments que tu digères, pour moi, c'est bien manger. D'accord. Ensuite, selon toi, un petit déjeuner est-il quelque chose d'essentiel et d'important, comme beaucoup le disent? Et que recommandes-tu comme petit déjeuner idéal? Alors, non, il n'est pas obligatoire. Le petit déjeuner n'est pas obligatoire, ça va dépendre vraiment de l'objectif de chacun. Il y a quelque chose que j'ai utilisé pendant assez longtemps, que je trouvais très pratique, notamment pour le fait d'être concentré en travaillant, c'est le jeûne intermittent, où du coup, je ne prenais pas de petit déjeuner, et du coup, j'étais plus concentré au réveil. Parce qu'en fait, la nuit, on va pas manger, on va être en état catabolique, et en fait, où il y aura les hormones de stress qui vont être plus importantes, avec le cortisol qui va augmenter petit à petit, et ce qui va faire qu'on se réveille le matin, c'est l'adrénaline qui va monter avec le cortisol. Le problème dans un objectif, par exemple, de prise de masse musculaire, le fait de ne pas manger de petit déjeuner, c'est que on veut optimiser notre anabolisme, justement, la création musculaire. Et le cortisol, donc l'hormone du stress, va à l'encontre de ça. Ça va détruire un peu toutes nos réserves d'énergie, que ce soit du gras, du muscle, etc., pour en faire de l'énergie. Donc, dans le cas d'une prise de muscle, je conseillerais de prendre un petit déjeuner avec des protéines, par exemple, viser les 20-30 grammes de protéines sur le repas. Ça peut être un repas anglais avec du jambon, avec des œufs par exemple. Ça peut être un repas français avec un peu de pain, quelques produits laitiers, du fromage blanc. Ça peut être, si vous aimez de l'eau salée, un steak haché ou du poisson. Ça peut être plein de choses différentes. Mais dans le cadre d'une prise de muscle, je conseillerais du coup d'avoir un peu de protéines. Mais après, si on prend le contexte inverse, quelqu'un qui veut perdre du poids, par exemple, le fait de ne pas prendre de petit déjeuner et de faire que boire le matin jusqu'au déjeuner, ça peut être une méthode pour réduire l'apport calorique sur la journée et du coup d'entraîner une perte de gras. Donc tout est possible en fonction du contexte. D'accord, très bien, merci. Ensuite, crois-tu que les produits laitiers sont nos amis pour la vie? Ah, la bonne question controversée qu'on aime. Donc ouais, les produits laitiers, je, je suis passé un peu par tous les stades à ce niveau-là. Quand je faisais mes études en tant que diététicien, le BTS, on en parle, on dit que c'est super intéressant, etc. Mais j'étais un peu controversé, j'étais anti-produits laitiers à cette période-là. Et après, bah, j'ai ouvert les yeux, etc. Et je me suis rendu compte que c'était des aliments qui étaient super intéressants pour leur apport micronutritionnel, en protéines, et qui étaient même très pratiques à consommer dans les repas au final. Donc je suis passé de l'autre côté en pro-produits laitiers. Et maintenant, je reviens un peu au centre. Que je pense qu'honnêtement, tous les aliments ont de l'intérêt et que c'est toujours les extrêmes, en fait, la surconsommation qui entraîne des problèmes. Après, c'est vrai que les produits laitiers, c'est un sujet assez complexe. On pourrait passer des heures dessus, honnêtement. Mais la plupart du temps, les personnes qui ont des difficultés avec, c'est soit l'intolérance au lactose, qui fait que ils digèrent pas correctement les produits laitiers, soit parce qu'ils en consomment beaucoup trop d'un coup et que le corps n'était pas habitué, hein, comme pour l'entraînement, il faut y aller petit à petit, sachant qu'en tant qu'adulte, on a moins l'enzyme qui va digérer le lactose, donc le sucre du lait. Mais autrement, ça va être l'allergie à la protéine du coup du lait. Donc il y a les deux problèmes, il y a intolérance au lactose et l'allergie aux protéines de lait, qui, contrairement au lactose, c'est un problème qui apparaît surtout chez les nourrissons, en fait, à la naissance. On leur donne du lait, ils se rendent compte qu'ils ne le digèrent pas du tout. Et dans ces cas-là, ils vont juste trouver un lait avec d'autres types de protéines et ça va régler le problème. Donc la majorité des gens qui ont des problèmes avec les produits laitiers, qui peuvent avoir des problèmes de peau, des problèmes de digestion, etc., c'est soit qu'ils en consomment trop, soit qu'ils prennent des produits laitiers de très mauvaise qualité. Dans ces cas-là, on peut aller vers du lait délactosé, par exemple, ou des produits laitiers qui contiennent moins de lactose, comme les fromages à pâte dure, vu que ça va être des produits qui sont fermentés. Il y a des bactéries qui vont consommer le lactose et qui vont réduire la quantité qu'on va avoir de lactose dans l'aliment. Donc, on va mieux les digérer, en théorie. Mais après, c'est les quantités. Y aller progressivement, encore une fois. Donc, je suis pas contre les produits laitiers. Je suis pas pro-produit laitier non plus, mais c'est quelque chose que j'utilise tous les jours personnellement et que je conseille à mes clients pour un apport en protéines super intéressant, en tout cas.
D'accord, merci beaucoup. Ensuite, Maxime, je voulais te demander, selon toi, quels sont les compléments alimentaires essentiels et indispensables à consommer, pas que pour le sport, mais aussi pour la santé. Et également, est-ce que la marque de compléments alimentaires avec laquelle tu es affilié est complète en termes de choix et de propositions pour les potentiels clients? Yes. Du coup, si on parle vraiment de ceux qui sont indispensables, je vais pas dire, non, je vais pas dire en soi indispensable, il n'y en a pas vraiment. Mais ce que j'ai tendance à recommander à 99% des gens, on va dire, ça va être la vitamine D principalement, parce que la vitamine D, c'est une vitamine qui est produite par notre peau après exposition au soleil. Et en fait, en France surtout, bah, la majorité des gens ne s'exposent pas assez au soleil. Et même l'été, honnêtement, il faudrait passer plusieurs heures au soleil pour en avoir suffisamment. Et il y a beaucoup de gens qui vont travailler et qui vont pas forcément aller au soleil non plus l'été. Donc c'est un complément qu'on peut quasi complémenter à l'année. Ça peut se prendre sous forme de gouttes ou de spray, par exemple, une dose par jour le matin au cours d'un repas, c'est parfait. Après, il va y avoir la vitamine C, notamment pour les sportifs, en fait, qui peut être intéressante parce que bah, même si on consomme pas mal de fruits, de vitamines, etc., bah, le fait d'avoir toujours une base, ça pose pas de problème particulier en fait. Si on a un excès, dans tous les cas, on va le mettre dans les toilettes quand on va aller faire pipi, par exemple. Donc c'est pas un souci. Et autrement, un troisième, ce serait, je dirais, le magnésium. Parce que le magnésium, il est présent dans pas mal d'aliments, mais il faut manger des quantités assez importantes de ces aliments-là, et c'est pas forcément des formes de magnésium qui sont bien absorbées. C'est le chocolat, par exemple, les graines oléagineuses. Et encore une fois, bah, à moins de manger des grandes quantités de chocolat, ce qui n'est pas forcément intéressant pour être en bonne santé, hein. Manger plusieurs centaines de grammes par jour, c'est pas ouf non plus. C'est bon pour le plaisir, mais pas forcément pour le physique. Mais dans ces cas-là, du coup, c'est intéressant de se complémenter en magnésium pour être sûr d'avoir les quotas pour tout ce qui va être santé. D'accord. Et toi, ton sponsor, du coup, enfin ton sponsor, la marque avec laquelle tu es affilié, il propose quoi dans tout ça? Est-ce que c'est complet ou est-ce que... Oui, oui. Bah, je consomme, enfin, je recommande pas forcément énormément de compléments, mais tous ceux que je recommande, ils sont présents sur le site, bien sûr. Après, ils en proposent plein. Il y a des protéines en poudre, il y a des gainers, il y a plein d'autres même accessoires, etc. qui proposent. Mais en tout cas, ceux que je recommande à tout le monde, c'est les compléments qui sont présents sur toutes les marques, en fait, de compléments. D'accord. Et ensuite, j'ai une dernière question. Quel est ton meilleur conseil pour rester en forme et en bonne santé? Bah, bouger, tout simplement. Continuer à bouger, ne pas s'arrêter. Je pense que si je donne l'exemple de quelqu'un un monsieur qui a 80 ans qui n'arrive pas à se lever du canapé, la première chose que je vais lui dire de faire, c'est de faire des assis debout sur une chaise pour apprendre à faire ce mouvement. Donc, si on veut rester fit et en bonne santé, il faut continuer à bouger. Et malheureusement, notre société fait qu'on est très sédentaire de plus en plus. On passe du temps assis sur une chaise. Donc, notre corps, il est pas dans une posture qui va lui permettre de bouger beaucoup. Donc, faites des pauses, bougez le plus possible. Faites-vous des étirements, travaillez votre mobilité. Tous les mouvements, en fait, sont positifs et sont bons. Même dans tous les contextes, en fait, il faut bouger, c'est important. C'est super, super important. Continuez à bouger et vous vous arrêtez pas. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Maxime, Avec plaisir. et à Merci à toi. bientôt. Je t'en prie. Prends soin de toi. Ciao, Toi ciao. aussi. Merci.